Ça, c'est un missile, ça fait 12 mètres, c'est énorme. Chaque missile, c'est une fusée Ariane. C'est chacun plusieurs dizaines de fois Hiroshima ou Nagasaki. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est un instrument de paix. C'est la possibilité de la violence illimitée qui limite la violence effective. Je pense que vous allez vous arrêter là, par contre. C'est un des sites les plus sécurisés de France. Le site est sécurisé 24 heures sur 24 et par tous les moyens possibles. Là, on est au centre d'entraînement dédié aux forces sous-marines 16. Vous pouvez être éjecté jusqu'à quelle profondeur? 180 mètres. 180 mètres, oui. Tu respires dans un sac, ça peut être stressant. Faut pas trop vite faire le brancher là. Le sac est en train de se remplir, il va bientôt être éjecté. Voilà, on voit l'eau qui tombe. Hello pour ce nouvel épisode des explorations de Flo. Je vous amène aujourd'hui dans un des endroits les plus secrets et inaccessibles de France. Un endroit qui est même totalement flouté sur Google Maps pour des questions de sécurité nationale. L'île Longue est la base d'attache des 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins français, les seuls à pouvoir lancer des missiles atomiques. Son accès est totalement interdit au public, mais exceptionnellement on a eu le droit d'y tourner pendant 2 jours et même de participer à quelques exercices dont l'évacuation d'un sous-marin par plusieurs mètres de fond. Mais avant de vous en montrer plus, abonnez-vous à la chaîne de Brut pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Alors là, on est sur une base qui est hautement sécurisée. C'est un des sites les plus sécurisés de France, donc tous les moyens sont bons pour défendre la base, pour la surveiller. Là, on effectue un procédé de patrouille. On a un télépilote drone qui effectue une ronde et une reconnaissance. On est préparé contre diverses menaces, qu'elles soient nautiques, terrestres ou même aériennes. En fait, ici, on fait de la protection de sites sensibles avec une quarantaine de chiens. Tous les chiens sont dressés pour détecter l'individu potentiel qui pourrait du coup s'introduire sur base et les neutraliser. Alors là, on va devoir laisser nos téléphones du coup à l'entrée parce que les téléphones sont totalement interdits à l'intérieur. On a même dû envoyer la liste complète de tout notre matériel avec les numéros de série, des caméras, des cartes mémoire, des micros. Tout ce qui rentre à l'intérieur est hyper contrôlé. On est vraiment sur un endroit où la sécurité est maximale pour éviter toute intrusion et surtout toute sortie de données qui ne serait pas contrôlée par le ministère des Armées. Alors il faut faire hyper attention à toutes les informations qui peuvent sortir de cette zone à compter de ce portail parce qu'on rentre en zone ZDHS, zone de défense hautement sensible. Il faut absolument pas qu'il y ait d'objets connectés qui rentrent, téléphone, montre connectée, clé USB. Et tout objet en fait connecté qui peuvent donner aussi des positions GPS et qui peuvent permettre la fuite d'informations qui pourraient être utilisées à des fins malveillantes par la suite. On laisse les rushs ce soir sur place et on contrôlera tout avec un officier de l'armée pour être sûr qu'il n'y ait pas d'informations confidentielles qui fuitent. Le numéro de série à l'intérieur. Là, on passe un SAS pour entrer en zone jaune. Et donc, il y a une reconnaissance faciale, biométrique et digitale pour passer. À savoir que les SAS sont équipés de dosimètres qui font que si jamais il y a eu un accident radiologique ou que quelqu'un est contaminé, les SAS se bloquent automatiquement afin de ne pas répandre quelconque risque radiologique. Donc là on se trouve ce qu'on appelle le skip et c'est une zone stratégique et assez sensible. Derrière le hangar, là on voit pas, il y a la mer. Et comme ça on arrive à faire rentrer le sous-marin dans le bassin. Et ça nous permet de faire plein de choses, dont entre autres pouvoir intervenir en dessous de la ligne de flottaison pour pouvoir faire des travaux comme de peinture ou pouvoir faire des maintenances sur les installations. Il est là pour à peu près 1 à 2 mois et une fois qu'il a terminé cet entretien, cet équipage il va partir en mer pour pouvoir faire sa mission de dissuasion. Dans un SNLE, c'est typiquement 16 missiles nucléaires qui sont composés d'un certain nombre de têtes qu'on ne peut divulguer, c'est secret. Et il y a 16 missiles nucléaires qui sont placés dans le sous-marin. Donc là on va arriver dans le sous-marin, on va rencontrer le commandant et le commandant en second. Donc là on arrive au niveau du bassin dans lequel est conduit l'entretien du sous-marin. C'est exigu, hein. Donne-moi une GoPro s'il te plaît, Alcène, hein. Que je puisse filmer en grand angle parce que sinon c'est un petit peu. Ça marche? Ouais, ça marche. Ouais. Bonjour commandant. Bonjour. Florian. Ça va.
pouvez m'expliquer un petit peu où est-ce qu'on est? Ici on est au poste de conduite, navigation, opération. C'est un peu le centre névralgique du bateau. À la fois c'est d'ici qu'on le pilote, derrière vous, et c'est aussi d'ici qu'on voit ce qui se passe autour de nous grâce à nos sonars. Et puis c'est aussi là que convergent toutes les informations qui concernent le bateau, puisque c'est d'ici qu'on décide des actions qui sont menées. Le sous-marin nucléaire lanceur d'engins, il a une seule mission, qui est la mission de dissuasion. Okay. La mission de dissuasion, c'est un outil pour le président qui permet de faire comprendre à un ennemi potentiel qu'il n'a aucun intérêt à attaquer les intérêts vitaux de la France parce que les conséquences seraient des dommages absolument inacceptables. C'est une mission unique et donc nous on opère tout seul. Tout seul. C'est-à-dire personne ne sait où vous êtes? Personne ne sait où on est, même à terre. Même ceux qui nous donnent des ordres pour exécuter cette mission ne savent pas où on est quand on part en mission. Même le président de la République ne Même sait le pas. président de la République ne sait pas où on est en patrouille. Okay. C'est le principe, en fait, comme pour pouvoir faire peser cette menace de représailles, de dommages absolument inacceptables, il faut qu'on ne puisse pas nous atteindre nous, et donc pour qu'on ne puisse pas nous atteindre, il faut qu'on soit absolument discret, et que personne ne sache où on est. Donc ça c'est le périscope, c'est ce qui permet de regarder à l'extérieur, juste au-dessus de la surface de l'eau, alors que le sous-marin reste sous la surface de l'eau, donc invisible. C'est l'outil par excellence du sous-marin qui permet de rester discret et de voir ce qui se passe à l'extérieur. Ça c'est le retour de ce qu'on a là, parce qu'il y a aussi en plus une caméra. Et si par exemple demain il y a un ordre de l'Elysée qui est donné, techniquement ça arriverait comment et par où? Alors physiquement, ça arrivera par ici, derrière cette porte. On a une antenne. Une antenne, c'est en fait un très long fil de 800 mètres de long à peu près, qui va remonter à quelques mètres sous la surface de l'eau et qui est capable de capter des ondes qui vont pénétrer quand même de quelques mètres sous l'eau. Et donc il y a des très grandes antennes à terre en France qui émettent des ondes qu'on est capable de capter sous l'eau, parce que comme ça on reste discret, personne ne voit cette antenne qui ne flotte pas à la surface. Et qui donne l'ordre aujourd'hui de lancer un missile? Uniquement le président? C'est facile, il n'y a que le président de la République. En revanche, il y a tout un système qu'on appelle contrôle gouvernemental pour s'assurer de la légitimité, de l'intégrité de l'ordre, etc. Non, bon, j'ai l'autorisation de retirer le casque. Il a commencé à tourner avec parce que sinon là les 2 cm du casque ils font vraiment la différence. Déjà que je touche. Est-ce qu'il y a une taille maximale? Est-ce qu'on peut être trop grand pour être sous-marinier? Non, il n'y a pas de taille maximale pour être sous-marinier, pas de taille minimale non plus. C'est sûr que c'est plus confortable d'être pas trop grand, mais en fait je connais des gens qui font plus de 2 mètres et qui arrivent à vivre à bord. En revanche, effectivement, les grands gabarits au début se cognent un peu le crâne. Ça c'est les torpilles et les missiles anti-navires. C'est des armes d'autodéfense pour le sous-marin lanceur d'engins. C'est-à-dire que c'est ce qui nous permettrait, si on recevait l'ordre de mettre en œuvre nos missiles stratégiques, l'arme nucléaire, et qu'un bateau ou un sous-marin voulait nous en empêcher, de le couler pour nous permettre de mener notre mission. C'est détectable un sous-marin nucléaire? Un sous-marin nucléaire, c'est plus discret que le bruit de fond de la mer. En fait, la mer fait plein de bruit. Il y a des bancs de crevettes, des cachalots, des bancs de poissons. Mais on a beau être le plus discret possible, c'est pas impossible. Donc il faut être paré à, au cas où. Un petit coup d'œil sur les poumons du bateau. C'est quoi les poumons du bateau? Comme on vit en circuit fermé, l'atmosphère est close à bord, il faut fabriquer de l'oxygène et absorber les polluants qu'on rejette, principalement le dioxyde de carbone. Donc de chaque côté là, on a une usine qui fabrique de l'oxygène en faisant l'électrolyse de l'eau avec un grand coup d'électricité dans l'eau et une usine qui absorbe le dioxyde de carbone. Et on peut tenir comme ça pendant des mois. On arrive en zone missile. C'est la raison d'être de ce sous-marin-là. On a 2 soutes missiles qui comportent chacune 8 missiles. 8 missiles qui portent chacun l'arme nucléaire. Et c'est quoi la puissance de ces missiles? Alors c'est
chacun plusieurs dizaines de fois Hiroshima ou Nagasaki. Chaque missile? Chaque missile. Donc 8 fois, plusieurs centaines de 2 fois. 2 fois, 8 fois, plusieurs dizaines de fois. Ok. C'est ce qu'on appelle le principe des dommages absolument inacceptables. C'est le principe de la dissuasion. Il n'y a pas d'intérêt de nous attaquer parce que les conséquences seraient bien supérieures aux gains qu'un adversaire potentiel pourrait tirer d'une attaque. Et par exemple, si vous lancez les 8 missiles, on sait la surface qui serait détruite potentiellement ou pas? Alors, c'est très difficile de répondre à cette question parce qu'il y a plein de façons d'utiliser une arme nucléaire. Il y a même des façons qui ne détruisent rien du tout. C'est ce qu'on appelle l'impulsion électromagnétique. Une explosion en haute altitude qui va détruire tous les circuits électroniques, enfin le fonctionnement des circuits électroniques, mais qui va provoquer aucun dommage, ni sur les gens, ni sur le matériel. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est un instrument de paix. C'est la possibilité de la violence illimitée qui limite la violence effective. Je pense que vous allez vous arrêter là par contre, désolé. Ok. En fait on va plutôt prendre un axe et ça sera assez horizontal. On ne peut pas aller regarder la façon dont le missile est mis en œuvre. Donc ça c'est des questions de sécurité nationale qu'on peut vraiment passer. Et du coup ils font quelle taille ces missiles? 12 mètres de haut, c'est le diamètre de la coque 12 mètres 50 qui abrite le missile dans sa hauteur. C'est hyper impressionnant. À peu près 50 tonnes chacun. Je sais pas si on s'en rend compte à la caméra, mais ça c'est un missile. Vraiment c'est un énorme tube. Il y en a 4 ici, il y en a 4 de l'autre côté et il y en a encore 8 là-bas. Ça on peut le voir à la caméra, ce qu'on peut pas vous montrer malheureusement parce qu'on n'a pas le droit de le filmer. C'est la taille, hein, c'est énorme. Il y a franchement pas loin de 6 mètres en dessous et 6 mètres au-dessus, hein, ça fait 12 mètres. C'est hyper impressionnant. Chaque missile c'est une fusée Ariane. Et d'ailleurs c'est Arianespace qui fabrique ces missiles-là. C'est ouf. Tout à l'heure donc j'avais l'impression d'être un géant, là j'ai l'impression d'être un Lilliputien quoi. Et est-ce qu'il y a des risques pour la sécurité dans ces manips ou même à bord? Parce que j'imagine que c'est vraiment, c'est plein de plutonium en fait. La sûreté nucléaire des armes, c'est le plus haut degré de sûreté qui puisse exister. Déjà, la sûreté liée à l'exploitation d'une chaufferie nucléaire, civile ou militaire, c'est supérieur aux risques industriels dans d'autres domaines. Les plus gros accidents, c'est pas des accidents nucléaires dans l'histoire de l'industrie dans le monde. C'est l'industrie chimique, parce que la sûreté qu'on s'impose sur le nucléaire est très supérieure. Et la sûreté qu'on s'impose sur les armes nucléaires est encore 100 à 1000 fois supérieure à ce qu'on s'impose sur la chaufferie. Derrière ici la chaufferie nucléaire et le poste de conduite de la chaufferie nucléaire et de la propulsion. À la mer, cette porte évidemment est fermée parce que la chaufferie est à ce moment-là dans un état différent. Donc, ici c'est une petite centrale nucléaire, exactement comme celle qui alimente des villes entières. Et la puissance de celle-ci est capable d'alimenter à elle toute seule une petite ville. Une ville de 40 000 habitants à peu près. Ça nous permet d'être totalement autonome en énergie, avec une durée quasiment illimitée, c'est-à-dire qu'on pourrait partir des années entières sans avoir besoin de ravitailler, en faisant le tour du monde plusieurs fois. Ça fait quelle taille un sous-marin? Il y a combien de personnes à bord? Ça fait 140 mètres de long, à peu près, et il y a 110 membres d'équipage, mais il y a 2 équipages par sous-marin. C'est un sous-marin alterne des périodes de 3 mois de mer et 2 mois à quai pour réparation entre 2 périodes de mer, mais du coup sur un an ça ferait 7 mois d'absence pour un équipage, c'est un peu beaucoup. Donc du coup on a 2 équipages. Ensuite à la mer, chaque équipage, il y a une petite partie qui sont des experts et le reste est divisé en 3 et font un roulement, 3 équipes qui se relaient 24 heures sur 24 pour tenir pendant 3 mois. Bonjour, bonne interview. Bonjour. Je vous présente le quartier-maître Marc. Bonjour. Qui est un opérateur du Central Opération. Du coup ici en fait on se retrouve dans un poste, donc un poste équipage. Donc on retrouve 4 couchettes ici. Donc c'est là qu'on passe entre quelques semaines et quelques mois sous l'eau. Et c'est notre seul petit
notre seul petit endroit d'intimité, donc voilà, quelques mètres carrés. Moi je pensais que j'étais claustrophobe. Au final, en arrivant ici, je me suis rendu compte que ça allait. C'est, je pense, pas la même chose. En fait, ici, on est dans des endroits assez confinés, mais au final, on a quand même la place de se mouvoir. En fait, on s'occupe un petit peu comme on peut, en étant coupé du monde, puisque en fait, on ne capte rien ici. Sous l'eau, on n'a on n'a pas internet, donc forcément, on doit s'occuper comme on peut, avec des livres, avec des choses comme ça, des jeux de cartes, des jeux de société. Mon premier cycle, je suis rentré, il y avait quelques albums qui étaient sortis, et c'est vrai qu'on prend une petite claque en rentrant et qu'on se rend compte qu'on n'est plus du tout à la page. On arrive où là? Ici on arrive à l'infirmerie. En fait je dis infirmerie mais c'est un bloc opératoire puisque en mer on est isolé comme vous l'avez compris et donc il faut être capable de faire face à toutes les situations y compris médicales. Et comment ça se passe justement d'un point de vue santé mentale? J'imagine que 2 mois et demi, 3 mois et demi en mer ça peut poser certaines problématiques. Alors d'abord à bord d'un sous-marin, quelques années d'expérience que j'ai, je trouve que c'est les bateaux sur lesquels il y a le moins de problèmes. Parce que comme on est très confiné, on sait qu'il n'y a pas d'exutoire. Je pense que intuitivement, les membres d'équipage se disent qu'il ne faut pas aller aux limites, sinon ça deviendra explosif et invivable. Mais ensuite, on participe tous à l'autosurveillance. Et puis il y a des personnes qui sont plus particulièrement dédiées à ça et l'équipe médicale en fait partie. Elle est un peu hors cadre hiérarchique et les gens viennent assez facilement ici à l'infirmerie discuter avec le médecin, avec les infirmiers pour parler des états d'âme autant que des petits bobos. Des grosses baisses de morale, ça peut arriver forcément. À la mer, nous on parle pas. Mais on reçoit des messages, des petits messages. On reçoit toutes les semaines, exactement, 40 mots d'un proche. C'est comme Koh-Lanta, la lettre pour booster le moral. Exactement. Alors ça passe par plein de filtres à terre, ça passe même par le commandant second à bord. Tout est relu j'imagine. Tout est relu, mais c'est quand même des éléments qui permettent justement de rebooster un peu le moral de l'équipage. Comment on juge en fait le moment, par exemple si vous êtes en mission d'une importance vitale, si vous rentrez quand même au port pour secourir quelqu'un ou si vous continuez votre mission? Dans les conditions de temps de paix, on mettra la priorité évidemment sur le marin, et puis en temps de guerre, on pourrait être amené à mettre la priorité sur la mission parce que d'autres vies en dépendraient. Donc là je me trouve sur le sous-marin nucléaire. Aujourd'hui la France dispose d'un peu moins de 300 missiles nucléaires, ce qui en fait la première puissance au sein de l'Union Européenne et la 4e au niveau mondial après la Chine, les États-Unis et la Russie. La dissuasion militaire française est divisée en 2 parties, la dissuasion dite aéroportée, les rafales envoyées depuis la terre ou les porte-avions, et ensuite la dissuasion principale dite océanique constituée de 4 sous-marins nucléaires comme celui-ci, le Triomphant, le Téméraire, le Vigilant et le Terrible, tous basés ici à l'île Longue. Là, je t'emmène au CESI, donc le centre d'entraînement au sauvetage individuel. C'est un passage obligatoire pour tous les sous-mariniers, au cas où ils devraient se faire, comme on appelle, sasser communément, donc éjecter du sous-marin. J'imagine qu'il y a d'autres entraînements aussi quand ils sont ici à la base. C'est plus des entraînements physiques et des formations. Donc là, c'est vraiment l'entraînement spécifique pour les sous-mariniers. Tout à fait. Pour préparer une éventuelle évacuation. Exactement. Ok. Bon, possibilité de sasser. Qui? Lequel? Oui. Ouais. Il a son certificat médical, il a tout. Ouais. Ok. T'as déjà fait de la plongée? Ouais. Ok. Tes oreilles passent, t'es pas enrhumé? Ok. Bah alors, ouais, on peut te chasser. Mais d'abord, on fera une démo, parce que ça peut être un peu stressant. Ça marche. Donc, on va passer par là. Donc là, on est au centre d'entraînement au sauvetage individuel, qui est dédié aux forces sous-marines françaises et qui les entraîne à s'évacuer d'un sous-marin en détresse. Ok. Voilà. Ça, c'est la combinaison étanche. Donc la tenue individuelle de sassement pour le sauvetage. Donc il y a mon gars ici qui est visuel avec le hublot sur l'instructeur qui est de l'autre côté dans la partie instructeur. Et dans la partie instructeur, l'instructeur qui est dans le sas a un hublot pour regarder le stagiaire. Ça va, t'es pas stressé? Je suis moite-moite. Je suis mi-stressé, mi-excité.
Ouais, souvent c'est le premier passage qui est plus angoissant pour les stagiaires. J'imagine qu'en mer, c'est d'autres conditions. Souvent il y a déjà des conditions de stress au préalable. Donc oui, ça se fait dans un autre cadre. Vous pouvez être éjecté jusqu'à quelle profondeur? 180 mètres. 180 mètres. Oui. En stationnement individuel. Dans quelle situation vous pourriez être amené à utiliser une évacuation comme ça? Un incendie à bord d'un sous-marin qui a plus de propulsion, un sous-marin qui est plus autonome sur le fond. C'est le dernier secours. C'est l'équivalent d'un siège éjectable pour un pilote de chasse. C'est quoi ton prénom? Florian. Allez Florian. Ouais, bon courage, hein. Donc là on est sur un sas de jour. Faut imaginer que pour le sas de nuit, on éteint toutes les lumières, on bâche la piscine et les gars sont dans le noir total. Pour se préparer à des profondeurs importantes. Étant donné que c'est en dernier secours le sas, il faut imaginer qu'il n'y a plus d'électricité sur le sous-marin non plus. Donc voilà, tu arrives ici. Ça c'est le trou d'homme par lequel tu vas monter. J'ai la place ou pas dans le sas quand je pars parce qu'il y a beaucoup de pression, pas trop. Le lot il est comme ça. C'est vraiment. Mais vraiment bien ta tête dedans, tu vas voir que c'est très exigu. C'est vraiment tout petit. On met le tuyau dans le détendeur, ça injecte de l'air dans la tenue, j'aurai de l'oxygène à l'intérieur. Ça va alimenter en air la collerette et tant que le panneau supérieur n'est pas ouvert, on garde la main dedans, ça renouvelle l'air en permanence pendant le remplissage. Okay. Comme le remplissage il dure entre 1 et 2 minutes, donc il faut renouveler l'air pendant ce temps-là. L'eau monte tranquillement, tu vas la sentir monter comme ça. Et au bout d'un moment, comme je t'ai dit, quand il y a équipression entre l'eau qui est au-dessus du panneau et la pression d'air qui est en dessous du panneau, le ressort qui est sur le côté ici, il a une prépondérance à l'ouverture et donc du coup ton panneau s'ouvre automatiquement et tu remontes dans ta tenue. Ah vas-y, c'est parti. Ok. Donc tu vas être l'instructeur qui est à l'intérieur, n'hésite pas à lui demander. Donc là, tu fermes cette nuque. Ici, toi-même. Calme. Ok. Donc, dès que je t'ai zippé là, tu tardes pas à monter. Allez, c'est parti. Ok, let's go. Main gauche en premier. Mets tes pieds sur mes échelles là. Voilà, maintenant je peux rentrer ton bras. Super. Donc là, l'instructeur qui est à l'intérieur est en train de lui expliquer. Attention, je ferme le canot et ferme bien l'équipe. Là, quand je rentre dans le sas, je n'ai pas d'air dans la combinaison. C'est un peu comme avoir un sac plastique sur la tête. Je suis quasiment en apnée jusqu'à ce que je me connecte à l'oxygène. Je cherche donc à brancher mon détendeur, mais je vois très difficilement avec la buée. Faut pas trop qu'il tarde à brancher là. L'instructeur essaye de me guider, mais avec le bruit des machines et la combinaison, j'ai vraiment du mal à entendre ce qu'il me dit. Ok, là il respire. Là il reprend vie là. Il a eu chaud. J'avoue que ce moment est quand même un peu stressant. Après, je vois l'eau qui monte et là, il y a un côté assez claustrophobique qui s'installe. Là, on est dans un environnement contrôlé, mais une évacuation comme ça, par plusieurs dizaines de mètres de profondeur, est très périlleuse. En remontant en quelques secondes, les sous-mariniers risquent un accident de décompression, pouvant engendrer de lourdes séquelles et engager leur pronostic vital. Ce protocole sera donc utilisé en tout dernier recours. Les solutions privilégiées en priorité seront d'abord une remontée à la surface du sous-marin ou un sauvetage à l'aide d'un petit sous-marin de secours pour remonter l'équipage. Ici, il a mis ses 3 coups de marteau. Le sas est en train de se remplir. Il va bientôt être éjecté. Voilà, on voit l'eau qui tombe. C'est marrant. Je sais pas si c'est aussi marrant à 180 mètres de fond dans le noir, mais waouh, c'est... Tu croises tes mains. Voilà. Et là, tu viens à le retourner. Comme ça? Ouais. Ouais, c'est beaucoup plus simple. Ok. Et après, je saute dedans? Maintenant, tu sautes dedans. Tu l'as mis au maximum pour avoir liberté de mouvement. Tu sors par le petit côté. Impeccable. C'est bon. Combien de temps vous pouvez rester sur un radeau comme ça en mer? Le temps que les secours arrivent. On ne peut pas estimer. Par contre, quand on est dans cette tenue-là et sur ce radeau-là, on a quand même plus de chances de survie qu'un pêcheur qui serait évacué de son bateau de pêche qui a une durée de vie estimée à un quart d'heure selon la température, quoi. Là, il aurait survécu? Ouais, il aurait survécu, mais il est pas très doué quand même. Le début, ça allait, c'est le radeau, j'ai pas trop écouté, mais... Bouge pas, je vais prendre un plan de... J'étais concentré sur le sas. Alors monter dans ça, c'est pas évident. Ouais, la partie sas, en vrai, c'est assez effrayant parce que c'est quand même... c'est très exigu. Et on sent l'eau qui monte, donc il y a ce truc un peu inconscient de se dire on va être recouvert par l'eau. C'est un exercice qui est pas évident. C'est pour ça qu'en fait le matin on fait une accoutumance histoire qu'il soit bien
en sécurité, qu'ils soient safe, qu'ils se sentent bien. Est-ce qu'il y a des niveaux minimums justement de natation ou il faut avoir des diplômes de plongée pour être sous-marinier? Absolument pas. Non, non. C'est en fait, grosso modo, cette formation, c'est un prérequis pour pouvoir embarquer sur les sous-marins. Donc, aquatique ou pas aquatique, il faut le faire, il faut le réussir. Et tous les sous-mariniers doivent passer tous les 2 ans pour pouvoir embarquer sur les sous-marins. Vous crevez pas de chaud dans la combinaison? Si, il fait hyper chaud. Surtout dans le sas. Au début, quand tu montes et tout, le temps de monter, avant de se brancher à l'air, t'as un peu un sentiment de suffoquer, quoi. Quand t'es branché après avec ça, c'est ok parce que t'as l'air qui arrive, mais il fait chaud, t'as pas d'air. Du coup, la montée, surtout que je mets plus de temps à monter que des personnes qui sont entraînées qui le font comme on a vu avant en 3 secondes et demie. Donc moi j'ai mis un peu de temps à comprendre où fallait brancher tout. Donc c'est vrai, l'entrée est un peu stressante. Après j'imagine que maintenant qu'on l'a fait une fois et qu'on sait ce que c'est, je pense que c'est ok, mais... Tu peux le refaire si tu veux. Ah, on est à la bourre. À part le radeau, j'ai pas été trop mauvais là sur le sas, ça va, je fais ce qu'il fallait. J'ai galéré avec mes pieds, mais... Non, mais c'est surtout gérer son stress, le plus important. C'est gérer son stress. Après, effectivement, on est là pour aiguiller, quoi. Mais parce que en fait, en cas réel, t'as le côté claustro, t'as le côté aquatique, t'as la chaleur, le fait de respirer dans un sac, donc il faut aussi avoir une condition physique à peu près potable. C'est pour ça que je voulais te voir avant de te sasser. Et tout mis bout à bout, c'est un truc qui n'est pas anodin. Là, on se rhabille, on va aller dans la zone vie où on va avoir justement l'infirmerie, les marins-pompiers et tous les protocoles justement anti-radiation pour éviter justement qu'il y ait des personnes contaminées ou une contamination de l'écosystème. Alors l'île Longue mesure approximativement 4 km de long sur on va dire 1,5 km, 2 km de large. C'est une petite ville, c'est une ville à taille humaine, mais purement indépendante d'un point de vue électrique et au niveau de l'eau aussi. Étant donné qu'on est sur un site quand même sensible, si jamais il venait à y avoir une coupure d'électricité ou d'eau typiquement, ben faudrait quand même qu'on puisse continuer à entretenir la presqu'île et pouvoir continuer nos activités en fait. On est obligé vraiment d'être 24 heures sur 24, 365 jours dans l'année, il faut qu'on soit opérationnel et si on devait dépendre dans notre réseau, ça pourrait être problématique. Donc là, en gros, on sort de la zone de haute sécurité, c'est ça? C'est ça. Là, on arrive en zone vie. Donc la zone vie à l'île Longue, c'est là où sont basés les logements, la restauration, les marins-pompiers, le service médical. Il y a combien de personnes qui vivent sur l'île Longue, tu sais? Alors, qui vivent sur l'île Longue, je peux pas répondre exactement, mais c'est majoritairement des fusiliers marins et des marins-pompiers qui garantissent la sécurité du site et qui sont présents vraiment quotidiennement à l'île Longue. Donc là, on arrive dans la caserne des marins-pompiers de l'île Longue. Où vous verrez plusieurs véhicules spécialisés dans le nucléaire en cas d'accident, etc. Les marins-pompiers de l'île Longue sont vraiment spécialisés dans le nucléaire. En fait, ils sont habilités, formés. Ici, au groupement des marins-pompiers de l'île Longue, on est à peu près dans les 90. Le travail, donc, c'est faire la prévention du site pour tout ce qui sera soutien à la personne, incendie. L'engin qu'on va retrouver ici, c'est un véhicule d'intervention risque technologique qu'on va retrouver chez nous, les marins-pompiers, pour faire un sas de décontamination. Nous, en termes de tenue, pour la spécificité de l'île Longue, c'est 2 types de tenues pour tout ce qui est nucléaire du coup. Donc on aura la première, la tise pour tout ce qui sera feu sur navire ou atelier réacteur. C'est très important d'être toujours prêt et de faire des exercices. On le fait couplé avec les médecins, le centre de décontamination, le service de protection radiologique, les marins-pompiers, les médecins, pour voir en fait comment on réagit en cas de crise, en cas d'incident nucléaire et voir comment chacun des acteurs se corrèle. Donc là on arrive au BABRC, donc c'est le pôle d'accueil des blessés radiocontaminés. Donc les victimes qui sont traitées en cas d'incident nucléaire, voilà. Bonjour. Bonjour. Florian, bonjour. Je suis médecin Gaëtan aujourd'hui. Donc là c'est vraiment constitué comme un hôpital, vraiment. Oui. En fait, on a toute une partie accueil, soins, consultation, parce qu'on assure le suivi du militaire. Les consultations sont libres ou programmées. On a également de quoi faire de la petite chirurgie, des petits soins, parce que on est un peu isolé de Brest, donc il faut pouvoir répondre à n'importe quelle urgence médicale. On accueille également un laboratoire d'anthroporadiométrie qui est en fait un système qui permet de détecter une contamination interne, puisqu'on est sur un site avec un caractère radiologique. Donc là on arrive sur une autre partie en fait de l'infirmerie.
Donc le poste d'accueil des blessés radiocontaminés, c'est ce qui nous permet de prendre en charge des blessés de gravité intermédiaire. Un des principes fondateurs en termes de prise en charge d'un blessé radiocontaminé, c'est que le traitement médical ou chirurgical est toujours prioritaire sur une éventuelle décontamination. On est dans une sorte de poste de contrôle qui est sécurisé en termes de radioactivité par rapport aux personnes qui seraient de l'autre côté. Alors, vous êtes isolé en fait. Ça permet de suivre le cheminement du patient. Et j'imagine qu'il y a des entraînements assez réguliers pour, en cas de crise. On s'entraîne tous les mois avec des niveaux d'intensité différents, sur des scénarios différents. Et très récemment, on a eu un exercice de niveau national voilà, sur un événement à caractère radiologique. Il y a des cas de contamination là dans les dernières années ici où je peux pas vous répondre à cette question. Okay. Comment on décontamine un patient en fait justement face à de la radioactivité? Alors en fait, on va toujours veiller à ne pas surrajouter de la contamination qu'il aurait pu avoir sur ses vêtements, sur la peau, et encore moins risquer que le patient en fait se contamine à l'intérieur. Quand la contamination est sur les vêtements ou sur la peau, on peut facilement la laver, la nettoyer, la contrôler. Par contre, une fois que les radioéléments sont ingérés, le patient est contaminé et c'est beaucoup plus dur ensuite d'aller se débarrasser de cette contamination-là une fois qu'on a respiré ou avalé en fait finalement cette contamination. En fait, on va parcourir dans le sens inverse le circuit du patient radiocontaminé qui pourrait arriver ici. Ok. Et donc, le port de surchaussure est valable pour vous aussi. Merci. Ouais, au maximum. Et c'est ici que les premières urgences sont gérées. Et une fois qu'on a fait ce qu'il y avait besoin de faire, tant en termes de soins que de décontamination, le patient va pouvoir passer à côté. En fait, on va principalement en fait, laver. On va évacuer la contamination qui serait sur la peau. Okay. Donc, il y a des douches derrière vous. Et pour les patients qui ne sont pas valides, on a des baignoires de décontamination pour pouvoir les rincer soigneusement pour enlever toute trace de contamination. Ce sont des douches classiques, sauf qu'en fait les effluents sont raccordés en fait à une citerne. On ne rejette évidemment pas les produits qu'on aurait pu enlever directement dans la nature. Hein. C'est collecté et gardé à part. Les gens qui vont prendre en charge les blessés ici, ils sont eux aussi en tenue de protection. Évidemment, on protège aussi tous les intervenants. Et est-ce qu'il y a certains personnels qui peuvent être plus exposés que d'autres? J'imagine qu'il y a des personnes qui travaillent en direct avec potentiellement les missiles ou dans les sous-marins qui sont plus surveillés. Bien sûr, au quotidien, il y a des gens comme moi, on travaille en zone vie, on n'est pas au contact direct des installations, on n'est pas au contact des réacteurs nucléaires ou de l'armement des sous-marins. Et puis il y a d'autres personnes qui travaillent un petit peu plus proches et qui sont plus à risque si jamais il y avait une problématique à caractère radiologique. Est-ce que ces personnes sont plus surveillées? Est-ce qu'il y a des tests par exemple sur les personnels? Alors oui, celles qui sont à risque de contamination, dans les examens de routine, on leur fait des prises de sang et elles passent également à intervalles réguliers dans l'appareil qu'on pourra voir tout à l'heure, qui est l'appareil d'anthroporadiométrie, qui permet de dépister une contamination interne. Donc là, c'est la dernière zone, c'est ça? Et ici, c'est la zone où en fait, on va vérifier qu'il n'y a plus de contamination résiduelle. Une fois que tout est bon, ils peuvent repasser en zone propre. Okay. Donc finalement, soit ils sont libérés, soit on estime qu'il y a besoin d'être hospitalisé ou qu'il y a besoin davantage de soins. Et ça peut être géré soit ici, soit transféré en fait, dans les hôpitaux sur Brest ou dans la région. Donc là, vous faites des tests en fait avant qu'ils sortent, justement pour mesurer les taux de contamination. Avec cet appareil-là, ça va rechercher une contamination résiduelle. J'ai vu que dans les années 90-2000, il y avait eu des cas de contamination justement chez les salariés, des personnes qui étaient en contact avec les missiles atomiques, qui avaient eu des maladies type leucémie. Du coup, est-ce qu'il y a eu justement après ça un protocole qui s'est durci? Est-ce que ça a changé la manière de travailler ici? Alors sur les événements dont vous parlez, je ne me permettrai pas de donner de réponse. Okay. Mais oui, tout est fait pour assurer une vigilance maximale et une surveillance aussi, un dépistage d'éventuelles contaminations.
mais de manière générale sur le site de l'île Longue. Là, je parle d'un sujet très sensible que je ne pouvais pas éluder en parlant de l'île Longue. Entre 1972 et 1996, environ 200 ouvriers de l'atelier pyrotechnique ont été exposés sans protection adaptée à des radiations. 29 salariés ont déclaré un cancer à la suite de cette période, dont 6 leucémies. Dans 13 de ces cas, la justice a prononcé la faute inexcusable de l'employeur. Selon une étude réalisée par le sociologue Georges Munoz en 2019, sur 204 anciens ouvriers étudiés, 53 étaient morts de manière prématurée. Après cette affaire, le ministère des Armées a commandé un rapport d'enquête, mais son contenu n'a été qu'en partie déclassifié, ce qui est critiqué par l'Association de défense des victimes. Les mesures de protection ont été depuis renforcées avec des appareils de mesure des rayons X sur les salariés et des mesures régulières sur les végétaux, les mollusques, l'air et l'eau. Les normes de sécurité sont régulièrement contrôlées et correspondent selon le ministère des Armées aux normes de l'ASNR, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Là on a l'appareil d'anthroporadiométrie, les gens rentrent dedans, ça dure quelques minutes. Et ça permet de dépister une contamination interne. Ça ressemble vraiment à un scanner pour le coup. Enfin, un scanner. À une radio. En fait, c'est pas vu comme une radio, c'est même l'inverse. Si vous êtes contaminé, les radioéléments à l'intérieur de vous vont émettre des rayons gamma. C'est un peu la même chose que les rayons X, hein, la radio, qui vont sortir de votre corps et qui vont être détectés par l'appareil. Okay. Est-ce que c'est similaire, tous ces protocoles, avec une centrale nucléaire ou c'est quelque chose avec un niveau de sécurité encore plus important? Alors on partage bien évidemment aussi le niveau d'exigence au niveau des centrales. On a globalement les mêmes pratiques, mais qui sont adaptées en fait aux risques qu'on pourrait trouver ici sur l'île Longue. Parce que dans les centrales, voilà, on a des réacteurs civils, alors que ici on a aussi un armement nucléaire stratégique. Encore un grand merci à Alcène Gomis qui a réalisé les images et à Quentin Zaragoza pour le montage. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. À bientôt pour de nouvelles explorations.